Pour les Républicains, Madame Brigitte Kuster. Madame la ministre, Madame, Messieurs le Président, Madame, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, avant même de nous pencher sur le fond de la proposition de loi relative aux fausses informations, deux questions préalables devraient se poser à nous. Y a-t-il vraiment lieu de légiférer ? Et si tel est le cas, sommes-nous absolument certains que les bienfaits de la loi sont de très loin supérieurs aux dérives qu'elle est susceptible d'engendrer ? Et par dérive, je veux bien sûr parler d'atteinte à la liberté d'expression, à la liberté de commercer ou même à celle d'entreprendre. Rien de moins. À la première question, faut-il légiférer ? Nous sommes bien entendu tentés de répondre oui. L'actualité récente, notamment aux États-Unis, a démontré que les élections majeures pouvaient faire l'objet de campagnes massives de désinformation, y compris émanant d'un pays étranger, au point, même si cela reste à prouver, de remettre en cause la sincérité des résultats. La clé de voûte et l'unique source de légitimité de la démocratie, ce sont les élections libres. Jeter le discrédit sur une élection, c'est risquer de voir la démocratie s'effondrer tel un château de cartes. Les enjeux, nous sommes tous bien sûr d'accord là-dessus, sont donc considérables. Bien sûr, en France, le droit positif n'est pas muet s'agissant de la lutte contre la diffamation, l'injure ou la provocation. Mais comme le Conseil d'État le précise dans son avis, la diffusion de fausses informations s'effectue désormais selon des logiques et des vecteurs nouveaux, que la législation en vigueur ne parvient pas à appréhender dans toute sa diversité. Dans cette perspective, et dans cette perspective d'abord, la nécessité de légiférer semble donc s'imposer. Ceci étant entendu, les vraies difficultés ne font que commencer. Sur quelle base juridique se fondent les nouvelles obligations imposées aux plateformes ? Des obligations qui vont jusqu'à constituer des restrictions à la libre expression des services de la société de l'information. Le Conseil d'État invoque une notion inédite, celle de raison impérieuse d'intérêt général, qu'il a sortie de 3 limites, qui pour l'une apparaît d'ailleurs dans la proposition de loi, mais en des termes différents. Et pour les deux autres, n'y figure tout simplement pas, ce qui est pour nous regrettable. Première limite, la durée durant laquelle s'exerce ce régime d'obligation et de contrôle. Le texte évoque un délai à compter de la publication du décret de convocation des électeurs et la fin des opérations de vote. Le Conseil d'État, lui, préfère lui substituer un délai plus précis de 3 mois, ce qui semble en effet pour nous une mesure de bon sens. Deuxième limite, la haute juridiction estime que la notion de fausse information doit être attachée à celle de débat d'intérêt général, et ce afin de restreindre le champ d'application des obligations et d'éviter d'éventuelles atteintes à la liberté d'expression. Là encore, nous serions bien avisés de faire nôtre cette rédaction plus rigoureuse. Troisième limite, le Conseil d'État souligne qu'en elle-même, la notion de fausse information ne révèle aucune intentionnalité. L'intention de nuire devrait pourtant être l'élément caractéristique de l'infraction. Ce qui n'est pas le cas dans la proposition de loi. Il est donc indispensable, toujours dans un souci de respect de la liberté d'expression, que cette intention soit mentionnée expressément dans le texte. Mais plus préoccupantes encore sont les observations du Conseil d'État s'agissant du nouveau référé, qui constitue pourtant le cœur de la réforme. D'après lui, la réponse du juge des référés, aussi rapide soit-elle, n'empêchera pas la propagation des fausses informations. Dès lors, la seule utilité du référé se bornera à offrir aux candidats diffamés l'opportunité de se prévaloir d'une décision juridictionnelle pour répliquer dans le débat public. Peut-on se satisfaire d'un rôle si limité ? La position du gouvernement, Madame la ministre, sur ce point précis, comme sur les 3 précédents que j'ai mentionnés, vous le comprendrez, est pour nous particulièrement important et même essentiel. De la même façon, je crois qu'il est indispensable d'être très attentif aux difficultés que risque de rencontrer le CSA aux différents stades d'intervention qui seront les siens, qu'il s'agisse de son rôle en matière de refus, de suspension ou de résiliation de conventionnement. Le CSA est exposé à d'importantes difficultés, notamment en matière d'interprétation de la loi. Comment établir à la fois le caractère mensonger de l'information et l'intention de nuire ? Comment articuler les notions d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, de déstabilisation de ses institutions, avec celle de l'altération de la sincérité du scrutin ? Comment
comment enfin assurer un contrôle le plus large possible en y intégrant des contenus diffusés par les filiales des plateformes, ce à quoi s'oppose Merci de le Conseil conclure, d'État. s'il vous plaît. Oui. Enfin, le CSA est-il en capacité d'assumer un nouveau mécanisme de conventionnement avec les plateformes? Nous le rappelons, le CSA est la cheville ouvrière de la réforme. Il est donc important et primordial d'en clarifier ses compétences. Et pour conclure, Madame la rapporteure, je dirais qu'il ne faut pas trop attendre de cette loi. Elle constitue sans doute une mise à niveau nécessaire de notre arsenal législatif face à un phénomène en plein essor, mais elle ne peut en aucune manière prétendre être l'alpha et l'oméga de la lutte contre les désinformations.